Chaque route a son histoire. En ce qui concerne ces routes-là, c'est une longue série de récits terrifiants. Construites dans des lieux reculés et invraisemblables, dangereuses et meurtrières, chacune d'entre elles possède un arsenal de surprises mortelles. La plupart des personnes qui empruntent ces routes le font par nécessité, d'autres pour les sensations fortes, et certains se sont simplement écartés de leur chemin. Pour ceux qui font personnellement l'expérience de ce cauchemar, ce sont toutes des routes de l'enfer. À 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'étendant sur une longueur de 80 km dantesque et vertigineux, on trouve une ligne étroite et caillouteuse suspendue entre la vie et la mort, sur laquelle plus de 100 personnes meurent chaque année. Rouler sur cette route ne serait-ce qu'une fois défie toute logique. Pedro Sillerico l'emprunte tous les jours. Cette route est considérée comme l'une des plus dangereuses qui existent. Voici la route des Yungas en Bolivie, ou comme on l'appelle dans la région, la route de la mort. C'est l'unique voie d'accès permettant de relier les villages jalonnant la vallée du Yungas, ne laissant pas d'autre choix à la centaine de personnes qui l'empruntent chaque jour que de risquer leur vie. La plupart préfèrent laisser la conduite à des professionnels. C'est un voyage sur un terrain rude et sinueux au virage en épingle, bordé de précipices pouvant mesurer jusqu'à 800 mètres de profondeur. Rouler le long de cette route de 4,50 m de largeur revient à marcher sur une corde raide suspendue au-dessus des Andes. Ce matin, Pedro est responsable d'une douzaine de passagers. Nous venons d'arriver à un passage qui s'appelle la courbe du diable. C'est l'un des tronçons les plus délicats de la route. La moindre erreur de manœuvre ici peut entraîner une catastrophe. 15 à 20 gros véhicules sont tombés en contrebas dans le précipice. Il faut parfois du temps pour les extraire. Il est déjà arrivé qu'on retire de ces carcasses des cadavres de passagers à l'état de squelette. Le trajet de 3 heures met les nerfs à rude épreuve. Aussi les chauffeurs de bus travaillent en équipe. Aujourd'hui, le coéquipier de Pedro est Modesto Solis. Nous devons nous relayer toutes les 2 heures pour rassurer les passagers et cela permet également aux chauffeurs d'avoir toute la concentration nécessaire. La moindre seconde d'inattention peut mener à l'accident. Le gouvernement bolivien a réquisitionné des prisonniers de guerre paraguayens pour construire cette route dans les années 30, durant la guerre qui a sévi pendant 3 ans entre ces deux pays voisins. Certains disent que cette route est la vengeance des prisonniers. Un jour, je conduisais derrière un autre bus. Il y a eu un éboulement et un énorme bloc de roche s'est détaché. Il est tombé sur le bus qui était devant moi et tous les passagers qui se trouvaient à bord ont été tués. C'était un accident épouvantable. Parmi toutes les routes au monde, c'est l'une de celles qui a fait le plus grand nombre de victimes. Son plus grave accident à ce jour s'est produit en 1983 lorsqu'un bus bondé est tombé dans le précipice. René Toro est encore hanté par ce terrible accident. 100 personnes ont péri dans cet accident. Il y avait parmi les passagers des personnes originaires de ma ville, Coroico. J'ai vu les corps alignés les uns à côté des autres. 20, 30, 40 corps, sous la pluie. Une vision de cauchemar. Comme si la route en elle-même n'était pas assez éprouvante, les conducteurs doivent s'attendre à braver des conditions météo extrêmes et imprévisibles. Les précipitations sont de 1270 mm par an et un brouillard épais peut s'abattre brutalement. Ce sont les pires conditions météo qu'on puisse avoir. Pablo Tapia, un chauffeur à la retraite, a sillonné la vallée du Yungas pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, il fait partie des passagers et il sent le danger se profiler. Pendant la saison des pluies, il y a des glissements de terrain. Le sol devient fragile et instable. Ce passage est l'un des plus étroits de la route. Tout à coup, une cascade qui n'était pas là la veille se dresse sur le chemin. L'eau décolle les pierres et les graviers qui soutiennent la route.
Nous allons attendre un peu. C'est nous qui allons ouvrir la voie. Les chauffeurs tentent de consolider la route. On a placé des pierres sur le bord et on va essayer de passer. Mais ce support de fortune n'est pas très stable. Le bus va probablement devoir rouler avec une roue dans le vide. Mais on devrait pouvoir passer. Le risque, c'est que si ça glisse, tout le monde bascule dans le ravin. Ils reprennent la route avec tous les passagers à bord. J'ai vu les chauffeurs qui essayaient de consolider la voie avec des pierres pour que les roues arrière du véhicule puissent passer. Mais à ce stade, l'eau qui s'écoule de la cascade a sérieusement dégradé l'état de la route, alors le passage risque de s'avérer un peu délicat. Les roues sont à quelques centimètres seulement du bord d'un précipice de 915 mètres. Il est impossible d'évaluer à quel point la route est glissante. Et avec très peu de traction sous les roues, il est beaucoup trop risqué de s'aventurer plus loin. Un autre chauffeur routier s'est trouvé dans une situation similaire en 2010. Et il y a laissé la vie. La prochaine manœuvre est extrêmement délicate. Prendre une mauvaise décision pourrait transformer ce bus en cercueil d'acier. C'est une énorme responsabilité, car la vie de nos passagers est entre nos mains. Et il est de notre devoir de préserver ces vies. Nous devons éviter de nous mettre en danger pour empêcher des accidents lorsqu'on transporte des gens. Modesto et Pedro ont plus de 40 ans d'expérience de chauffeur à eux deux. Et s'ils ont survécu aussi longtemps à la route des Yungas, ce n'est pas en se berçant d'illusions. Faire marche arrière sur cette route est un acte défiant la mort en tant que tel. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre option. On s'est rendu compte que rouler dans ces conditions était de la folie. S'engager sur cette route, c'était du suicide. Aujourd'hui, les chauffeurs ont choisi le moindre des deux mots et c'est ainsi qu'ils débutent les 60 km de leur long trajet retour en marche arrière. Cette route me fait frémir de la tête aux pieds. Je tremble encore de peur après ce qui vient de se passer. Demain, ils essaieront à nouveau, tout en étant conscients que ce trajet pourrait bien être leur dernier. Qu'elle soit recouverte d'asphalte, de gravats ou de cailloux, chaque route de l'enfer renferme ses propres pièges. Des dangers qu'on ne voit pas venir, mais qui peuvent transformer la promenade du dimanche en un cauchemar meurtrier. Dans le sud-est des États-Unis, au cœur de la chaîne montagneuse des Appalaches, une portion de route sinueuse de 18 km longe la frontière qui sépare la Caroline du Nord et le Tennessee. Officiellement, elle fait partie de la route nationale 129. Mais ce tronçon aux courbes irrégulières et aux nombreux lacets successifs lui vaut le surnom de queue du dragon. Cette route a connu son lot d'accidents et j'ai vu des personnes y mourir. La queue du dragon a fait 24 victimes depuis l'année 2000. Un nombre incalculable de personnes ont frôlé la mort. Ce monument commémoratif témoigne de l'hécatombe. Ron Johnson possède un magasin qui s'appelle La Queue du Dragon. C'est un motard chevronné et il connaît cette route mieux que personne. C'est une route unique au monde. Elle comprend 318 virages sur 18 km. Elle passe en pleine nature. Il n'y a aucune intersection, aucune habitation aux alentours. Le Dragon, une ancienne piste indigène, n'a été goudronnée que dans les années 30. Durant des décennies, seuls les résidents des environs et quelques touristes perdus osaient s'aventurer sur cette route. Puis, dans les années 90, les casse-cous commencèrent à affluer en masse pour mettre à l'épreuve leur talent de pilote. Le danger vient des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Il faut rester très concentré sur sa conduite et faire attention au freinage. Si on freine trop brusquement, on est sûr de quitter la route.
Même si on ne dépasse pas la vitesse réglementaire de 50 km/h, les dangers se succèdent à un rythme infernal. La fin des débutants est un virage à droite extrême qui surgit tout à coup. Le fouet est un virage en épingle en pleine côte. Et la bosse est également connue sous le nom de cavité de la pesanteur. Les virages s'enchaînent de manière ininterrompue. Il y a très peu de lignes droites. Daryl Cannon, dit Killboy, empruntait souvent cette route en moto. Aujourd'hui, il gagne sa vie en tant que photographe. Ça ne s'arrête jamais. C'est un peu comme une danse. On finit par entrer dans le rythme. Les virages sont assez courts, mais très rapides. Il y a peu de zones dégagées sur les côtés. Et si jamais on quitte la route, quelle que soit la vitesse, on est à peu près sûr de percuter un arbre. Et parfois, si on fait une mauvaise chute et qu'on le heurte au mauvais endroit, ça peut entraîner des dommages mortels. Serpentant les forêts et jalonnant les points panoramiques, le Dragon peut piéger même les plus aguerris des conducteurs qui ne se montreraient pas assez prudents. Chaque portion de cette route de 18 km a fait au moins une victime. Mais la borne kilométrique numéro 5 est la plus meurtrière. En 2005, Laurie, l'épouse de Daryl, a vécu une expérience terrifiante à cet endroit précis. C'était une belle journée. Je conduisais la moto et lui la voiture. On était au niveau de la borne numéro 5. On arrive dans un virage à droite, sans visibilité, et je vois surgir un couple en moto, dans ma file, juste en face de moi. Ils essayaient de freiner. J'entends encore le fracas des motos se percutant. Laurie connaît bien tous les virages et les pièges du Dragon. Mais ce jour-là, rien ne put lui éviter une collision qui faillit lui coûter la vie. Au virage de la borne numéro 5, un couple de motocyclistes coupa le virage au même moment précis où Laurie l'abordait dans le sens opposé. J'entends encore le bruit des motos qui entrent en collision et c'est le trou noir. Je suis revenue à moi et j'ai pris mon bras. Les deux os étaient cassés. J'ai encore quelques doigts engourdis parfois, mais je suis contente d'avoir ma main. Laurie et Daryl ont tellement été choqués par cet accident que désormais ils n'empruntent le Dragon qu'en voiture. Peu de temps après l'accident de Laurie, pratiquement au même endroit, Ike Woodard a heurté de plein fouet un poids lourd qui roulait sur les deux lignes. Il a fini sa course sous le véhicule et il est décédé durant son transfert à l'hôpital. Il n'avait aucune chance d'éviter la collision. Je suis allé sur les lieux juste après l'accident. Il n'avait qu'une fraction de seconde pour réagir. Il a lâché sa moto et il a glissé sous les roues du camion. Il y a de plus en plus de poids lourds sur cette route, car sur les appareils GPS, elle apparaît comme étant un raccourci. Et sur les cartes, on ne dirait pas qu'il y a 318 virages étalés sur 18 km. Mais une fois engagé sur cette route, on ne peut plus faire demi-tour. Il faut être sur le qui-vive. Il est quasiment impossible pour les poids lourds de rester dans leur ligne. Chaque virage représente un piège mortel. Le danger, c'est lorsqu'on en croise un dans un virage. Vous prenez l'arrière du camion de plein fouet. À deux reprises, alors que j'étais au volant de ma voiture, j'ai dû mettre les roues droites dans le fossé pour éviter un camion qui arrivait en face. Et je l'ai évité de justesse. Celui-là, mieux vaut ne pas le croiser dans un virage. Le moindre petit accident sur la queue du Dragon peut s'avérer fatal. Le problème, si on a un accident ici, c'est que l'hôpital est à 1 heure de route. Si on a une hémorragie interne, il faut arriver à l'hôpital dans le quart d'heure qui suit. Il ne faut pas moins de 15 minutes pour qu'une ambulance arrive sur les lieux. Il y a donc de fortes chances pour qu'il soit trop tard. En dépit des risques considérables, les amateurs de vitesse continuent de se ruer sur la queue du Dragon. La plupart d'entre eux viennent pour les montées d'adrénaline et une expérience unique. Cependant, à 12 500 km de là, il y a une route de l'enfer dont dépend la survie de tout un village. À l'est de la Chine, dans la province du Henan, perché à 1830 mètres d'altitude dans les montagnes Han, se trouve un passage périlleux, long de 1200 mètres.
large de 3 mètres et haut de 4,50 mètres. C'est extrêmement dangereux, étant donné la taille de la route. Voici le tunnel de Guyang. Au sommet des montagnes Hang se trouve le village de Guyang. Durant des siècles, la seule voie le reliant au monde extérieur était un escalier étroit qui serpentait dangereusement le flanc des falaises abruptes. Culminant à 1200 mètres d'altitude, ce sentier était un parcours semé de dangers. En 1972, 13 villageois décidèrent de construire une route. Sans aucune formation ni subvention du gouvernement chinois, ils utilisèrent des outils à main et des explosifs rudimentaires pour creuser le tunnel. Il leur fallut 5 ans pour finir l'ouvrage. Le fait qu'il ait été construit par des villageois est incroyable. Mais c'était une nécessité. Ils étaient isolés du monde et il leur fallait un moyen de pouvoir transporter les personnes et les marchandises depuis leur village vers le reste de la Chine. Parmi les nombreux dangers de cette route, il y a 30 ouvertures non renforcées taillées grossièrement à même la roche pour jeter les gravats. Ensuite, il y a la circulation dans les deux sens, les piétons et le manque de services d'urgence. Que se passe-t-il s'il y a quelque chose à l'intérieur du tunnel susceptible de déclencher un incendie comme des gaz dangereux? Les problèmes d'éclairage, de vision et de visibilité sont aussi des facteurs d'accident. Bien qu'il y ait des rapports concernant des accidents mortels dans le tunnel, il n'y a pas de statistiques concrètes disponibles. Le tunnel de Guyang demeure aux yeux du monde extérieur une prouesse stupéfiante, pour ne pas dire mystérieuse, d'ingénierie amateur. Voyager sur les routes de l'enfer à travers le monde, c'est bien plus que d'aller d'un point A à un point B. Une attention de tous les instants est indispensable, sans quoi même les conducteurs les plus prudents se retrouvent à prier pour leur vie. Au sud-est de l'Utah, creusé au flanc des montagnes Cedar Mesa, au beau milieu de nulle part, se trouve un chemin caillouteux appelé le Moki de Gwe. Au premier abord, il a l'air plutôt innocent, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Cette route demande beaucoup d'attention et de respect. Elle est potentiellement meurtrière. Ce tronçon de route de 5 km a été construit dans les années 50 pour transporter le minerai d'uranium depuis les montagnes jusqu'à une usine de traitement de la région. Aujourd'hui, plus de 40 000 automobilistes par an empruntent cette route. La plupart sont des touristes qui ne sont pas préparés à ce qui les attend. Cette route est escarpée et il y a souvent du verglas. Mais c'est la longue série de lacets interminables qui peut prendre en défaut les automobilistes. Même si on s'en tient à la vitesse réglementaire de 8 km/h, il est facile de mal évaluer un virage et de tomber dans le ravin. Le Moki de Gwe fait partie du système de route de l'État et à ce titre, il est régulièrement entretenu. Lee Myers travaille sur cette route de l'enfer depuis 16 ans et il sait à quel point elle peut être imprévisible. Le temps est assez variable. Il peut être capricieux. La route peut passer de sèche et poussiéreuse à humide ou inondée, avec des chutes de pierre. On ne sait jamais à quoi s'attendre. À chaque fois qu'on emprunte cette route, les conditions peuvent changer très rapidement. Les conditions climatiques extrêmes ont conduit à l'érosion de la surface de la route. Et quand l'eau et la glace commencent à fendre le flanc de la montagne, des blocs de rochers peuvent se détacher inopinément. La sécurité du public est une préoccupation constante. Nous essayons d'établir une bonne communication avec les agents de police du coin afin qu'ils nous informent des conditions. L'agent Mary Tuxhorn, rattaché au bureau de la gestion de la nature, fait des patrouilles régulières sur la route, à l'affût d'automobilistes en détresse. En contrebas, hors de portée, les carcasses métalliques rappellent encore et toujours à quel point ces lacets peuvent être dangereux. Il y a des épaves de voitures devenues historiques qui n'ont jamais été retirées du ravin. Ce sont des conducteurs qui ont loupé un virage. Ce virage-là est celui que je considère comme étant le plus dangereux. Comme vous pouvez le voir, il y a des traces de pneus qui mènent directement au ravin. On les voit ici, très précisément.
Quand on regarde en contrebas, on peut apercevoir une épave provenant d'accidents très graves survenus ici. Cela montre clairement que cette route est aussi dangereuse qu'on le dit. En dépit des nombreux dangers, Lee Myers est toujours là, quelles que soient les conditions météo, dégageant la route avec un engin gigantesque, une niveleuse de 9 mètres de long. Mais même ce monstre robuste ne peut lui garantir la moindre sécurité. Il y a 4 ans, un éboulement important s'est produit. Et de gros blocs de roches ont complètement détruit l'avant de la niveleuse. J'ai glissé de 6 à 10 mètres en arrière. C'était vraiment effrayant. C'était la première fois que cela m'arrivait. Il faut être très prudent et se souvenir que cette route est traître. Tout peut arriver en l'espace de quelques secondes. Ferd Johnson faisait partie de l'équipe qui a construit cette route. Dans les années 60 et 70, on transportait de l'uranium en camion. Il y avait peut-être 20 convois ou plus par jour à destination de l'usine. Il n'y a pas de barrière de sécurité. Il faut prendre garde à ne pas trop s'approcher du bord. Jour après jour, d'infortunés touristes s'aventurent sur cette route, convaincus que la seule chose qu'elle leur réserve, c'est la promesse d'un panorama exceptionnel. Ils prennent conscience, mais trop tard, que cette route est un piège mortel. Le premier contact qu'ont de nombreux touristes avec cette route peut être effrayant. Ils conduisent les 2 mains sur le volant, ne regardent ni à gauche ni à droite, mais droit devant eux. Ils ne savent pas ce qui se passe sur les côtés, ils sont comme pétrifiés. Parfois, on a des appels de détresse de personnes qui ont peur d'aller plus loin. Ils ne sont pas blessés. Ils n'ont pas eu d'accident, mais ils refusent purement et simplement de faire 1 mètre de plus. Ils ont trop peur de continuer ou de faire marche arrière, et ils s'arrêtent net. Il n'y a pas que les touristes qui conduisent la peur au ventre. Même les hommes qui ont construit cette route ont eu des expériences terrifiantes. Un collègue nommé Richard Nilsson descendait la route et il s'est trop approché du bord. Il a fait une succession de tonneaux dans le ravin. Il était coincé à l'intérieur de son camion. Un gros rocher bloquait l'ouverture de la porte et il ne pouvait pas sortir. Le camion a pris feu. Lee Myers a beau connaître cette route, il n'en reste pas moins sur ses gardes en permanence. Je ne suis jamais totalement rassuré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout peut arriver en l'espace de quelques secondes, et cela peut changer beaucoup de choses. Je vais devoir faire demi-tour à présent, parce que la neige devient trop profonde et trop glissante pour ce véhicule. Ma famille se fait beaucoup de soucis à propos de ma sécurité. Ils savent que cette route est dangereuse. Ils s'inquiètent beaucoup pour moi. À 12 000 km de là, dans le sud de l'Asie, se trouve une route épique longue de 1290 km qui conduit les automobilistes au sommet du monde et bien au-delà. Creusée au cœur des montagnes de l'Himalaya, cette voie goudronnée est la plus élevée du monde. Reliant Islamabad à Kashgar, cette route monumentale est considérée dans la région comme une merveille du monde. C'est un parfait exemple de route comptant parmi les plus dangereuses. Voici la route de Karakorum. Il fallut 20 ans aux armées pakistanaises et chinoises pour construire cette route, et plus de 1000 personnes trouvèrent la mort lors de glissements de terrain et de chutes de pierres. C'est l'une des artères principales de la région et elle relie des centaines de villes et de villages. Près de 5 millions d'automobilistes s'aventurent tous les ans sur ces hauteurs perfides. Culminant à plus de 4500 mètres d'altitude, la route de Karakorum est aussi dangereuse qu'envoûtante. Lorsqu'on roule le long de cette route magnifique, que fait-on? Au lieu de faire attention à ce qui se passe en face de soi, on admire le paysage, ces montagnes splendides. Et il faut comprendre que si on ne fait pas attention, c'est là que les ennuis arrivent. On n'a pas le droit à l'erreur. On quitte directement la route. Si on ne freine pas assez vite, on peut se considérer comme mort. Peu importe qu'on soit attaché ou qu'on ait un airbag, on se retrouve 900 ou 1200 mètres plus bas. Ça ne pardonne pas. Après le pont de Raikot, les choses se corsent d'autant plus.
À 267 km et 4500 mètres d'altitude, la route devient trop étroite pour les bus. Aussi, les passagers doivent continuer leur périple à bord de véhicules tout-terrain. Ce qui rend cette route particulièrement dangereuse, c'est le fait qu'elle soit étroite, qu'il y ait une falaise à pic d'un côté et un flanc de montagne abrupte de l'autre. Par conséquent, il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est la route centrale qui traverse le nord du Pakistan. À ce titre, les bus, les camions et les voitures se disputent l'espace sur ces deux voies. Cette route en particulier est très fréquentée par de nombreux bus surchargés de passagers qui roulent à des vitesses différentes. De ce fait, lorsqu'il y a un accident, cela implique de nombreux blessés. Il y a très peu de barrières ou de bandes d'arrêt d'urgence. Les véhicules passent à quelques centimètres seulement de la bordure des ravins profonds qui surplombent le fleuve Indus déchaîné. 1,5 million de personnes meurent chaque année sur les routes dans le monde, c'est-à-dire environ 3000 par jour. On a tendance à croire que les accidents de la route sont des cas de force majeure, mais ce n'est pas le cas, on peut les prévenir. Mais il se trouve que les pays à faible et moyen revenu disposent rarement de la formation technique nécessaire pour faire face à ce problème. Prendre des mesures pour améliorer la visibilité, élargir les virages étroits est essentiel, car c'est la cause principale des décès dans ces pays. Si on ajoute à cela les secousses sismiques, on comprend vite pourquoi il faut parfois 1 heure pour parcourir 1 kilomètre et 1 seconde seulement pour quitter la route. Au Pérou, dans les hauteurs de la cordillère des Andes, à l'ombre d'un volcan éteint, se trouve une route de 118 km, hantée par plus d'une centaine d'âmes perdues. Lorsque les gens empruntent la route de Chacas, ils risquent leur vie jusqu'à destination. Voici la route de Chacas. C'est l'unique route reliant la localité de Karouaz à Chacas. Aussi, les voyageurs mettent leur vie en péril lorsqu'ils effectuent ce trajet. De nombreuses fois, j'ai eu peur pour ma vie en empruntant la route de Chacas. En sa qualité d'agent de police, Raphaël Ibarra a presque tout vu. Mais la route de Chacas se classe dans une catégorie à part. Il m'est arrivé d'avoir des frissons de peur, de la tête aux pieds, en conduisant sur cette route. Aujourd'hui, il doit se rendre chez des membres de sa famille à Chacas. Il n'a pas d'autre solution qu'affronter le risque. C'est son ami Omar qui conduit. Nous devons ralentir dans ce col. Avec ce brouillard et les rochers sur le bord de la route, il pourrait nous arriver quelque chose. Une concentration optimale est indispensable, sans quoi les conséquences peuvent s'avérer tragiques. Et si la conduite ne vous tue pas, les montagnes peuvent être meurtrières. Le mont Huascarán, le sommet le plus élevé du Pérou, est un volcan éteint qui se dresse à 6768 mètres d'altitude et qui recèle son lot de catastrophes. En 1962, un gigantesque glissement de terrain détruisit les villages en contrebas, provoquant la mort de 4000 personnes. Puis, en 1970, un tremblement de terre causa le détachement d'un mur de roches et de glace encore plus important qui ensevelit 2 villes et fit 20 000 victimes. L'activité sismique est permanente. Et tout peut arriver à tout moment. Regarde de ce côté-là. Regarde. Des glissements de terrain. Fais très attention. On compte 3 à 5 éboulements par jour ici. Il vient tout juste de s'en produire un. Rétrograde en seconde. Je suis déjà en seconde. Regarde ces énormes blocs de roches qui sont tombés sur la route. Cela peut indiquer un terrain encore plus instable en amont. La route devient très dangereuse à présent. Il y a des éboulements tout le long, sur chaque mètre. Pourvu qu'on arrive sain et sauf. À certains endroits, la route atteint près de 4000 mètres d'altitude. La moindre étourderie est suffisante pour plonger vers une mort certaine. Il y a 3 ans, un bus transportant 60 personnes s'est retourné. Il est tombé dans le ravin. Tous les passagers sont morts. Je demande à ma famille de ne jamais se rendre à Chacas, parce que c'est terriblement dangereux. Évoluant à la limite des neiges éternelles, le temps peut changer en un instant. À cause de toute cette neige et de la pluie, cette route est constamment recouverte. C'est pour cette raison qu'elle est aussi dangereuse. Elle devient très escarpée et on n'a plus de visibilité. Tout est recouvert.
En juin 2011, Máximo Fuentes roulait sur la route de Chacas lorsqu'il perdit le contrôle de son camion qui alla s'écraser dans un ravin 30 mètres plus bas. Il fut miraculeusement extrait de son véhicule avec seulement quelques blessures superficielles. C'est à cet endroit précis que mon camion est tombé dans le ravin à cause de la pluie et de l'état de la route. Quand on repasse ici, on a toujours peur que la même chose se reproduise. C'est la peur qu'on ressent à chaque fois. Omar et Raphaël ont atteint le sommet de la montagne qui est considéré comme un lieu sacré. On dit qu'il y a des esprits pleurant toutes ces morts tragiques qui se produisent sans arrêt ici, à cause des accidents de la route. Beaucoup sont convaincus que la route entière est hantée. Certaines personnes affirment qu'elles entendent des lamentations, des bruits, des sifflements. C'est ce qu'on dit. Au milieu des années 90, des prêtres ont placé une statue de la Vierge Marie au sommet de la route, d'où elle peut être vue par les automobilistes. Cette Vierge est miraculeuse. Il y avait très souvent des accidents ici, et depuis qu'on a placé la statue, il y en a beaucoup moins. Les survivants d'accidents de la route, comme Máximo, se rendent sur ce lieu saint pour déposer des offrandes. Je suis venu apporter des fleurs plusieurs fois quand je voyageais dans le coin. Je lui suis tellement reconnaissant. Alors que Raphaël et Omar descendent vers la vallée, ils espèrent et prient eux aussi pour que la Vierge Marie leur permette d'arriver sains et saufs. On doit toujours se fier à sa foi et garder confiance. Si on commence à se sentir nerveux, ça ne fait qu'empirer les choses. La route n'en sera que plus pénible. Les voyageurs qui empruntent la route de Chacas sont à la merci des montagnes. À 6400 km de là, il en va de même pour le col de la Montagne Rouge au Colorado. Mais le piège le plus dangereux des Rocheuses n'est pas les glissements de terrain. C'est un monstre blanc et rugissant qui peut ensevelir des êtres vivants. Et un détour sur la route de l'enfer par excellence, où même le macadam est synonyme de zone de guerre. Nichée en plein cœur des montagnes rocheuses au Colorado, se trouve une route de 40 km à la fois intimidante et pittoresque. Construite dans les années 1880 pour l'acheminement du charbon, cette route est désormais fréquentée tous les ans par plus de 750 000 personnes. C'est la seule voie reliant Ouray aux localités de Silverton et Durango. Des pentes escarpées, des virages brusques et des précipices vertigineux ne sont que quelques-uns des dangers qui jalonnent cette route. La route elle-même est un ruban d'asphalte qui est extrêmement dangereux. Bienvenue au col de la Montagne Rouge. C'est un trajet éprouvant, même lorsque les conditions météo sont excellentes. Alors que l'altitude s'élève rapidement à 3000 mètres, les automobilistes doivent naviguer sur des lignes étroites, sans barrière de sécurité pouvant les protéger d'une chute mortelle. Et ceci par beau temps. Lorsque la météo est mauvaise, la nature peut déployer son arme la plus redoutable, une avalanche. En moyenne, 25 personnes meurent chaque année dans des avalanches aux États-Unis, près de la moitié dans le col de la Montagne Rouge. L'ancien prévisionniste d'avalanche, Jerry Roberts, a parcouru cette route des centaines de fois. Il sait qu'il ne doit jamais relâcher son attention. Lorsque j'emprunte le col de la Montagne Rouge, je pense au danger, à la mort, à la beauté. C'est un sentiment partagé. Les conditions climatiques sont très variables, l'état de la route aussi. Ces virages sont mauvais et quand il y a des graviers, il arrive que certains conducteurs quittent la route et finissent en bas dans le ravin. C'est une route très dangereuse, à plus forte raison en hiver. Une légion entière d'agents d'entretien est nécessaire pour garder cette route dégagée. Surtout durant les 7 mois de l'année où les chutes de neige et la glace recouvrent la montagne.
Paul Wilson fait partie de ses agents. Cela fait 2 décennies qu'il lutte contre les éléments. C'est la route la plus dangereuse que je connaisse, en raison du terrain, des avalanches, des éboulements, des coulées de boue, des falaises abruptes. Si on ajoute à cela les graviers instables et une surface glissante, les automobilistes peuvent rapidement déraper et tomber dans le ravin. Aussi, Paul inspecte chaque mètre carré de la route. Il faut constamment savoir où l'on est et quelles sont les conditions. Il faut faire attention à la circulation en face. Il y a parfois des animaux. Il y a pas mal d'éléments dont il faut tenir compte en permanence. C'est un peu contradictoire car il y a des paysages et un ciel magnifique. Et il y a beaucoup de dangers dont on n'est pas forcément conscient. J'ai quasiment tout vu ici, à la Montagne Rouge. J'ai beaucoup de respect pour cette montagne. Mais le respect ne suffit pas pour sauver la vie de quelqu'un si une avalanche se déclenche. Avec une vitesse supérieure à 320 km/h, 2 tonnes de pression au mètre carré, c'est un phénomène implacable. Pendant que Paul inspecte la route, les prévisionnistes d'avalanche, Ethan Green et Susan Hale, étudient minutieusement les pistes en amont. Nous surveillons la neige qui tombe, son poids et la force du vent, car celui-ci va déplacer la neige vers les zones de départ d'avalanche. Lorsqu'il y a suffisamment de facteurs réunis, on sait qu'il est temps d'agir. Une méthode efficace consiste à alléger la pression dans les zones les plus densément enneigées en faisant appel à un procédé appelé la mitigation. La mitigation consiste à jeter des explosifs d'un hélicoptère ou à tirer avec un avalancheur ou un obusier Howitzer de 105 mm. Le but est de créer une fracture puis un détachement dans le manteau neigeux. Ceci permet de faire descendre la neige et de pouvoir dégager ce couloir. La mitigation réduit les risques de grosses avalanches, mais elle ne permet pas de les éviter totalement. En 1992, Danny Jaramillo et Eddie Himmel étaient en train de dégager la route après une avalanche lorsqu'une tragédie survint. On m'a appelé en pleine nuit en me demandant de me rendre au poste de police. Ces hommes étaient sortis du véhicule parce qu'ils avaient mis une chaîne sur leur chasse-neige. Et ils ont tous les deux été emportés par une coulée secondaire. Ils avaient une poche d'air et ils ont survécu un long moment. Danny Jaramillo a réussi à s'extirper après être resté enseveli pendant 18 heures, mais Eddie est décédé. Un monument dédié à ces hommes et aux voyageurs qui ont perdu la vie dans cette montagne sert de rappel tragique mais nécessaire pour ne pas oublier les dangers de cette région. C'est important et je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait érigé ce monument ici, en mémoire de tous ceux qui ont péri, surtout les conducteurs de chasse-neige. Beaucoup de gens s'arrêtent pour le regarder. Cela aide à mesurer les risques et prendre véritablement conscience de ce qu'il y a plus bas. Les conducteurs de chasse-neige sont les vrais héros de cette route. Ils sillonnent constamment ces chemins et les risques qu'ils ont de mourir sont beaucoup plus élevés que pour toute autre personne conduisant d'une ville à l'autre dans la vallée. Paul fait lui-même partie des heureux survivants. Pour lui, c'est une expérience difficile à oublier. Je suis arrivé à ce virage, tout était blanc. Je me suis approché trop près du bord. J'ai fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir sur les arbres en bas. Cela fait bientôt 20 ans que Paul a fait ce plongeon de 60 mètres dans le ravin. Heureusement, des arbres en contrebas ont amorti sa chute. Coincé à l'intérieur de son véhicule, il a attendu ce qu'il croyait être sa dernière heure. Par miracle, 3 heures après l'accident, le shérif a aperçu l'épave de l'engin et l'a aidé à se dégager. Je me suis coupé une artère principale ici. J'ai rampé jusqu'en haut, mais je devais maintenir mon artère avec la main pour ne pas me vider de mon sang. Il faut être particulièrement prudent quand on est ici avec des chasse-neige. Cela peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Le col de la Montagne Rouge séduit les automobilistes avec ses paysages à couper le souffle. Mais ceux qui connaissent le mieux cette route savent qu'ils doivent toujours s'en méfier. Je tremble à chaque fois que j'emprunte cette route et je conduis la peur au ventre. Cette route est dangereuse. Il y aura d'autres tragédies et il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Aussi, ça me fait de la peine de le dire, mais je ne peux pas écarter le scénario de catastrophe future.
Au cœur de l'Afghanistan se trouve une route de 100 km des plus terrifiantes. Construite il y a des milliers d'années, c'est un itinéraire qui est emprunté pour le commerce et le voyage dans cette région accidentée de l'Est de l'Afghanistan. Une grande partie de la route est caillouteuse, mais ce n'est pas le plus dangereux. Les coups de feu, les explosions de bombes en bord de route et les embuscades valent à cette route sa réputation de col de la mort. Cette route constituant un accès important pour relier les différentes zones reculées de l'Est de l'Afghanistan au reste du pays, les forces de la coalition l'ont goudronnée entièrement. Mais tout le monde n'est pas ravi de leur présence. Des tensions tribales anciennes et des seigneurs de guerre qui se battent pour maintenir leur pouvoir attisent les conflits avec les troupes étrangères. On est dans un contexte différent. Les gens se tirent dessus. On ne pense pas au nid de poule devant soi, mais à ce qui nous attend à chaque détour sur cette route. On n'est pas dans le contexte habituel d'une route où on pourrait avoir des ennuis parce qu'on est trop concentré sur son téléphone portable. Il faut faire attention à ce qu'il va y avoir quand on arrive au sommet d'une colline, aux éventuelles explosions en face de soi. Il faut garder constamment ses sens en éveil tout en conduisant à vive allure. Ce doit être quasiment impossible. Tous ceux qui empruntent cette route le font à leurs risques et périls. On a eu des attaques lancées depuis ces collines, là-bas. Lorsqu'on arrive au sommet du col, il y a des attaques provenant de la chaîne de montagnes de l'autre côté. C'est de là qu'ils opèrent. Le lieutenant-colonel Rob Campbell connaît parfaitement bien ce col. Cet endroit est une zone à problème pour nous, car vous le voyez, si on est ici, et pas là-bas, dans le coin, l'ennemi peut nous prendre pour cible. On ne peut pas voir ce qu'il fait, on peut tomber dans une embuscade. C'est une position difficile. Des factions luttent pour le contrôle de cette région escarpée mais stratégique. Avec l'escalade des tensions, il ne faut pas grand-chose pour que la situation dérape. C'est une dispute entre forces de sécurité. Mais elles sont en train de la désamorcer sans violence. On n'entend pas de coups de feu, tant mieux. Tant qu'une solution durable n'aura pas été trouvée à travers un dialogue pacifique, cette route demeure un champ de bataille pour les belligérants armés. Il n'y a aucun intérêt à reconstruire cette route pour qu'elle soit détruite par des explosions ensuite. Aussi, dans le cas présent, la sécurité est la priorité. Sinon, on va passer de très longues années à construire et reconstruire cette route. Dès que la route et la nature se rencontrent, il y a des risques de danger avérés. Même à bord des véhicules les plus sûrs, les conducteurs ne sont pas à l'abri de conditions imprévisibles, de pertes de contrôle fatales et de chutes mortelles. Le terrain peut brusquement céder. La neige peut se détacher. Chaque année, des centaines de passagers ne survivront pas au voyage. C'est la terreur qu'inspirent les routes de l'enfer. Et coincé à l'intérieur de son camion. Un gros rocher bloquait l'ouverture de la porte et il ne pouvait pas sortir. Le camion a pris feu. Lee Myers a beau connaître cette route, il n'en reste pas moins sur ses gardes en permanence. Je ne suis jamais totalement rassuré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout peut arriver en l'espace de quelques secondes, et cela peut changer beaucoup de choses. Je vais devoir faire demi-tour à présent, parce que la neige devient trop profonde et trop glissante pour ce véhicule. Ma famille se fait beaucoup de soucis à propos de ma sécurité. Ils savent que cette route est dangereuse. Ils s'inquiètent beaucoup pour moi. À 12 000 km de là, dans le sud de l'Asie, se trouve une route épique longue de 1290 km qui conduit les automobilistes au sommet du monde et bien au-delà. Creusée au cœur des montagnes de l'Himalaya, cette voie goudronnée est la plus élevée du monde. Reliant Islamabad à Kashgar, cette route monumentale est considérée dans la région comme une merveille du monde.
C'est un parfait exemple de route comptant parmi les plus dangereuses. Voici la route de Karakorum. Il fallut 20 ans aux armées pakistanaises et chinoises pour construire cette route, et plus de 1000 personnes trouvèrent la mort lors de glissements de terrain et de chutes de pierres. C'est l'une des artères principales de la région et elle relie des centaines de villes et de villages. Près de 5 millions d'automobilistes s'aventurent tous les ans sur ces hauteurs perfides. Culminant à plus de 4500 mètres d'altitude, la route de Karakorum est aussi dangereuse qu'envoûtante. Lorsqu'on roule le long de cette route magnifique, que fait-on? Au lieu de faire attention à ce qui se passe en face de soi, on admire le paysage, ces montagnes splendides. Et il faut comprendre que si on ne fait pas attention, c'est là que les ennuis arrivent. On n'a pas le droit à l'erreur. On quitte directement la route. Si on ne freine pas assez vite, on peut se considérer comme mort. Peu importe qu'on soit attaché ou qu'on ait un airbag, on se retrouve 900 ou 1200 mètres plus bas. Ça ne pardonne pas. Après le pont de Raikot, les choses se corsent d'autant plus. À 267 km et 4500 mètres d'altitude, la route devient trop étroite pour les bus. Aussi, les passagers doivent continuer leur périple à bord de véhicules tout-terrain. Ce qui rend cette route particulièrement dangereuse, c'est le fait qu'elle soit étroite, qu'il y ait une falaise à pic d'un côté et un flanc de montagne abrupte de l'autre. Par conséquent, il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est la route centrale qui traverse le nord du Pakistan. À ce titre, les bus, les camions et les voitures se disputent les rails sur cette route. Puis, dans les années 90, les casse-cous commencèrent à affluer en masse pour mettre à l'épreuve leur talent de pilote. Le danger vient des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Il faut rester très concentré sur sa conduite et faire attention au freinage. Si on freine trop brusquement, on est sûr de quitter la route. Même si on ne dépasse pas la vitesse réglementaire de 50 km/h, les dangers se succèdent à un rythme infernal. La fin des débutants est un virage à droite extrême qui surgit tout à coup. Le fouet est un virage en épingle en pleine côte. Et la bosse est également connue sous le nom de cavité de la pesanteur. Les virages s'enchaînent de manière ininterrompue. Il y a très peu de lignes droites. Daryl Cannon, dit Killboy, empruntait souvent cette route en moto. Aujourd'hui, il gagne sa vie en tant que photographe. Ça ne s'arrête jamais. C'est un peu comme une danse. On finit par entrer dans le rythme. Les virages sont assez courts, mais très rapides. Il y a peu de zones dégagées sur les côtés. Et si jamais on quitte la route, quelle que soit la vitesse, on est à peu près sûr de percuter un arbre. Et parfois, si on fait une mauvaise chute et qu'on le heurte au mauvais endroit, ça peut entraîner des dommages mortels. Serpentant les forêts et jalonnant les points panoramiques, le dragon peut piéger même les plus aguerris des conducteurs qui ne se montreraient pas assez prudents. Chaque portion de cette route de 18 km a fait au moins une victime. Mais la borne kilométrique numéro 5 est la plus meurtrière. En 2005, Laurie, l'épouse de Daryl, a vécu une expérience terrifiante à cet endroit précis. C'était une belle journée. Je conduisais la moto et lui la voiture. On était au niveau de la borne numéro 5. On arrive dans un virage à droite, sans visibilité, et je vois surgir un couple en moto. Dans ma file, juste en face de moi. Ils essayaient de freiner. J'entends encore le fracas des motos se percutant. Laurie connaît bien tous les virages et les pièges du dragon. Mais ce jour-là, rien ne put lui éviter une collision qui faillit lui coûter la vie. Au virage de la borne numéro 5, un couple de motocyclistes coupa le virage au même moment précis où Laurie l'abordait dans le sens opposé. J'entends encore le bruit des motos qui entrent en collision et c'est le trou noir. Je suis revenue à moi et j'ai pris mon bras. Les deux os étaient cassés. J'ai encore quelques doigts engourdis parfois, mais je suis contente d'avoir ma main. Laurie et Daryl ont tellement été choqués par cet accident que désormais ils n'empruntent le dragon qu'en voiture. Qu'il y a plus bas. Les conducteurs de chasse-neige sont les vrais héros de cette route. Ils sillonnent constamment ces chemins et les risques qu'ils ont de mourir sont beaucoup plus élevés que pour toute autre personne conduisant d'une ville à l'autre dans la vallée.
Paul fait lui-même partie des heureux survivants. Pour lui, c'est une expérience difficile à oublier. Je suis arrivé à ce virage, tout était blanc. Je me suis approché trop près du bord. J'ai fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir sur les arbres en bas. Cela fait bientôt 20 ans que Paul a fait ce plongeon de 60 mètres dans le ravin. Heureusement, des arbres en contrebas ont amorti sa chute. Coincé à l'intérieur de son véhicule, il a attendu ce qu'il croyait être sa dernière heure. Par miracle, 3 heures après l'accident, le shérif a aperçu l'épave de l'engin et l'a aidé à se dégager. Je me suis coupé une artère principale ici. J'ai rampé jusqu'en haut, mais je devais maintenir mon artère avec la main pour ne pas me vider de mon sang. Il faut être particulièrement prudent quand on est ici avec des chasse-neige. Cela peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Le col de la Montagne Rouge séduit les automobilistes avec ses paysages à couper le souffle. Mais ceux qui connaissent le mieux cette route savent qu'ils doivent toujours s'en méfier. Je tremble à chaque fois que j'emprunte cette route et je conduis la peur au ventre. Cette route est dangereuse. Il y aura d'autres tragédies et il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Aussi, ça me fait de la peine de le dire, mais je ne peux pas écarter le scénario de catastrophe future. Au cœur de l'Afghanistan se trouve une route de 100 km des plus terrifiantes. Construite il y a des milliers d'années, c'est un itinéraire qui est emprunté pour le commerce et le voyage dans cette région accidentée de l'Est de l'Afghanistan. Une grande partie de la route est caillouteuse, mais ce n'est pas le plus dangereux. Les coups de feu, les explosions de bombes en bord de route et les embuscades valent à cette route sa réputation de col de la mort. Cette route constituant un accès important pour relier les différentes zones reculées de l'Est de l'Afghanistan au reste du pays, les forces de la coalition l'ont goudronnée entièrement. Mais tout le monde n'est pas ravi de leur présence. Des tensions tribales anciennes et des seigneurs de guerre qui se battent pour maintenir leur pouvoir attisent les conflits avec les troupes étrangères. On est dans un contexte différent. Les gens se tirent dessus. On ne pense pas au nid de poule devant soi, mais à ce qui nous attend à chaque détour sur cette route. On n'est pas dans le contexte habituel d'une route où on pourrait avoir des ennuis parce qu'on est trop concentré sur son téléphone portable. Il faut faire attention à ce qu'il va y avoir. Le camion a pris feu. Lee Myers a beau connaître cette route, il n'en reste pas moins sur ses gardes en permanence. Je ne suis jamais totalement rassuré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout peut arriver en l'espace de quelques secondes, et cela peut changer beaucoup de choses. Je vais devoir faire demi-tour à présent, parce que la neige devient trop profonde et trop glissante pour ce véhicule. Ma famille se fait beaucoup de soucis à propos de ma sécurité. Ils savent que cette route est dangereuse. Ils s'inquiètent beaucoup pour moi. À 12 000 km de là, dans le sud de l'Asie, se trouve une route épique longue de 1290 km qui conduit les automobilistes au sommet du monde et bien au-delà. Creusée au cœur des montagnes de l'Himalaya, cette voie goudronnée est la plus élevée du monde. Reliant Islamabad à Kashgar, cette route monumentale est considérée dans la région comme une merveille du monde. C'est un parfait exemple de route comptant parmi les plus dangereuses. Voici la route de Karakorum. Il fallut 20 ans aux armées pakistanaises et chinoises pour construire cette route, et plus de 1000 personnes trouvèrent la mort lors de glissements de terrain et de chutes de pierres. C'est l'une des artères principales de la région et elle relie des centaines de villes et de villages. Près de 5 millions d'automobilistes s'aventurent tous les ans sur ces hauteurs perfides. Culminant à plus de 4500 mètres d'altitude, la route de Karakorum est aussi dangereuse qu'envoûtante. Lorsqu'on roule le long de cette route magnifique, que fait-on? Au lieu de faire attention à ce qui se passe en face de soi, on admire le paysage, ces montagnes splendides.
Et il faut comprendre que si on ne fait pas attention, c'est là que les ennuis arrivent. On n'a pas le droit à l'erreur. On quitte directement la route. Si on ne freine pas assez vite, on peut se considérer comme mort. Peu importe qu'on soit attaché ou qu'on ait un airbag, on se retrouve 900 ou 1200 mètres plus bas. Ça ne pardonne pas. Après le pont de Raikot, les choses se corsent d'autant plus. À 267 km et 4500 mètres d'altitude, la route devient trop étroite pour les bus. Aussi, les passagers doivent continuer leur périple à bord de véhicules tout-terrain. Ce qui rend cette route particulièrement dangereuse, c'est le fait qu'elle soit étroite, qu'il y ait une falaise à pic d'un côté et un flanc de montagne abrupte de l'autre. Par conséquent, il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est la route centrale qui traverse le nord du Pakistan. À ce titre, les bus, les camions et les voitures se disputent l'espace sur ces deux voies. Cette route en particulier est très fréquentée par de nombreux bus surchargés de passagers. Avec tous les passagers à bord. J'ai vu les chauffeurs qui essayaient de consolider la voie avec des pierres pour que les roues arrière du véhicule puissent passer. Mais à ce stade, l'eau qui s'écoule de la cascade a sérieusement dégradé l'état de la route, alors le passage risque de s'avérer un peu délicat. Les roues sont à quelques centimètres seulement du bord d'un précipice de 915 mètres. Il est impossible d'évaluer à quel point la route est glissante. Et avec très peu de traction sous les roues, il est beaucoup trop risqué de s'aventurer plus loin. Un autre chauffeur routier s'est trouvé dans une situation similaire en 2010. Et il y a laissé la vie. La prochaine manœuvre est extrêmement délicate. Prendre une mauvaise décision pourrait transformer ce bus en cercueil d'acier. C'est une énorme responsabilité, car la vie de nos passagers est entre nos mains, et il est de notre devoir de préserver ces vies. Nous devons éviter de nous mettre en danger pour empêcher des accidents lorsqu'on transporte des gens. Modesto et Pedro ont plus de 40 ans d'expérience de chauffeur à eux deux. Et s'ils ont survécu aussi longtemps à la route des Yungas, ce n'est pas en se berçant d'illusions. Faire marche arrière sur cette route est un acte défiant la mort en tant que tel. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre option. On s'est rendu compte que rouler dans ces conditions était de la folie. S'engager sur cette route, c'était du suicide. Aujourd'hui, les chauffeurs ont choisi le moindre des deux mots et c'est ainsi qu'ils débutent les 60 km de leur long trajet retour en marche arrière. Cette route me fait frémir de la tête aux pieds. Je tremble encore de peur après ce qui vient de se passer. Demain, ils essaieront à nouveau, tout en étant conscients que ce trajet pourrait bien être leur dernier. Qu'elle soit recouverte d'asphalte, de gravats ou de cailloux, chaque route de l'enfer renferme ses propres pièges. Des dangers qu'on ne voit pas venir, mais qui peuvent transformer la promenade du dimanche en un cauchemar meurtrier. Dans le sud-est des États-Unis, au cœur de la chaîne montagneuse des Appalaches, une portion de route sinueuse de 18 km longe la frontière qui sépare la Caroline du Nord et le Tennessee. Officiellement, elle fait partie qui entre en collision et c'est le trou noir. Je suis revenue à moi et j'ai pris mon bras. Les deux os étaient cassés. J'ai encore quelques doigts engourdis parfois, mais je suis contente d'avoir ma main. Laurie et Daryl ont tellement été choqués par cet accident que désormais ils n'empruntent le Dragon qu'en voiture. Peu de temps après l'accident de Laurie, pratiquement au même endroit, Ike Woodard a heurté de plein fouet un poids lourd qui roulait sur les deux lignes. Il a fini sa course sous le véhicule et il est décédé durant son transfert à l'hôpital. Il n'avait aucune chance d'éviter la collision. Je suis allé sur les lieux juste après l'accident. Il n'avait qu'une fraction de seconde pour réagir. Il a lâché sa moto et il a glissé sous les roues du camion. Il y a de plus en plus de poids lourds sur cette route.
car sur les appareils GPS, elle apparaît comme étant un raccourci. Et sur les cartes, on ne dirait pas qu'il y a 318 virages étalés sur 18 km. Mais une fois engagé sur cette route, on ne peut plus faire demi-tour. Il faut être sur le qui-vive. Il est quasiment impossible pour les poids lourds de rester dans leur ligne. Chaque virage représente un piège mortel. Le danger, c'est lorsqu'on en croise un dans un virage. Vous prenez l'arrière du camion de plein fouet. À deux reprises, alors que j'étais au volant de ma voiture, j'ai dû mettre les roues droites dans le fossé pour éviter un camion qui arrivait en face. Et je l'ai évité de justesse. Celui-là, mieux vaut ne pas le croiser dans un virage. Le moindre petit accident sur la queue du dragon peut s'avérer fatal. Le problème, si on a un accident ici, c'est que l'hôpital est à 1 heure de route. Si on a une hémorragie interne, il faut arriver à l'hôpital dans le quart d'heure qui suit. Il ne faut pas moins de 15 minutes pour qu'une ambulance arrive sur les lieux. Il y a donc de fortes chances pour qu'il soit trop tard. En dépit des risques considérables, les amateurs de vitesse continuent de se ruer sur la queue du dragon. La plupart d'entre eux viennent pour les montées d'adrénaline et une expérience unique. Cependant, à 12 500 km de là, il y a une route de l'enfer dont dépend la survie de tout un village. À l'est de la Chine, dans la province du Henan, perché à 1830 mètres d'altitude dans les montagnes Han, se trouve un passage périlleux, long de 1200 mètres, large de 3 mètres et haut de 4,50 mètres. C'est extrêmement dangereux. Comme vous pouvez le voir, il y a des traces de pneus qui mènent directement au ravin. On les voit ici, très précisément. Quand on regarde en contrebas, on peut apercevoir une épave provenant d'accidents très graves survenus ici. Cela montre clairement que cette route est aussi dangereuse qu'on le dit. En dépit des nombreux dangers, Lee Myers est toujours là, quelles que soient les conditions météo, dégageant la route avec un engin gigantesque, une niveleuse de 9 mètres de long. Mais même ce monstre robuste ne peut lui garantir la moindre sécurité. Il y a 4 ans, un éboulement important s'est produit. Et de gros blocs de roches ont complètement détruit l'avant de la niveleuse. J'ai glissé de 6 à 10 mètres en arrière. C'était vraiment effrayant. C'était la première fois que cela m'arrivait. Il faut être très prudent et se souvenir que cette route est traître. Tout peut arriver en l'espace de quelques secondes. Thurd Johnson faisait partie de l'équipe qui a construit cette route. Dans les années 60 et 70, on transportait de l'uranium en camion. Il y avait peut-être 20 convois ou plus par jour à destination de l'usine. Il n'y a pas de barrière de sécurité. Il faut prendre garde à ne pas trop s'approcher du bord. Jour après jour, d'infortunés touristes s'aventurent sur cette route, convaincus que la seule chose qu'elle leur réserve, c'est la promesse d'un panorama exceptionnel. Ils prennent conscience, mais trop tard, que cette route est un piège mortel. Le premier contact qu'ont de nombreux touristes avec cette route peut être effrayant. Ils conduisent les 2 mains sur le volant, ne regardent ni à gauche ni à droite, mais droit devant eux. Ils ne savent pas ce qui se passe sur les côtés, ils sont comme pétrifiés. Parfois, on a des appels de détresse de personnes qui ont peur d'aller plus loin. Ils ne sont pas blessés. Ils n'ont pas eu d'accident, mais ils refusent purement et simplement de faire 1 mètre de plus. Ils ont trop peur de continuer ou de faire marche arrière, et ils s'arrêtent net. Il n'y a pas que les touristes qui conduisent la peur au ventre. Même les hommes qui ont construit cette route ont eu des expériences terrifiantes. Un collègue nommé Richard Nilsson descendait la route et il s'est trop approché du bord. Il a fait une succession de tonneaux dans le ravin. Il était coincé à l'intérieur de son camion. Un gros rocher bloquait l'ouverture de la porte et il ne pouvait pas sortir. Le camion a pris feu. Lee Myers a beau connaître cette route, il n'en reste pas moins sur ses gardes en permanence. Je ne suis jamais totalement rassuré, contrairement à...
Qu'elle soit recouverte d'asphalte, de gravats ou de cailloux, chaque route de l'enfer renferme ses propres pièges. Des dangers qu'on ne voit pas venir, mais qui peuvent transformer la promenade du dimanche en un cauchemar meurtrier. Dans le sud-est des États-Unis, au cœur de la chaîne montagneuse des Appalaches, une portion de route sinueuse de 18 km longe la frontière qui sépare la Caroline du Nord et le Tennessee. Officiellement, elle fait partie de la route nationale 129. Mais ce tronçon aux courbes irrégulières et aux nombreux lacets successifs lui vaut le surnom de queue du dragon. Cette route a connu son lot d'accidents et j'ai vu des personnes y mourir. La queue du dragon a fait 24 victimes depuis l'année 2000. Un nombre incalculable de personnes ont frôlé la mort. Ce monument commémoratif témoigne de l'hécatombe. Ron Johnson possède un magasin qui s'appelle La Queue du Dragon. C'est un motard chevronné et il connaît cette route mieux que personne. C'est une route unique au monde. Elle comprend 318 virages sur 18 km. Elle passe en pleine nature. Il n'y a aucune intersection, aucune habitation aux alentours. Le Dragon, une ancienne piste indigène, n'a été goudronnée que dans les années 30. Durant des décennies, seuls les résidents des environs et quelques touristes perdus osaient s'aventurer sur cette route. Puis, dans les années 90, les casse-cous commencèrent à affluer en masse pour mettre à l'épreuve leur talent de pilote. Le danger vient des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Il faut rester très concentré sur sa conduite et faire attention au freinage. Si on freine trop brusquement, on est sûr de quitter la route. Même si on ne dépasse pas la vitesse réglementaire de 50 km/h, les dangers se succèdent à un rythme infernal. La fin des débutants est un virage à droite extrême qui surgit tout à coup. Le fouet est un virage en épingle en pleine côte. Et la bosse est également connue sous le nom de cavité de la pesanteur. Les virages s'enchaînent de manière ininterrompue. Il y a très peu de lignes droites. Daryl Cannon, dit Killboy, empruntait souvent cette route en moto. Aujourd'hui, il gagne sa vie en tant que photographe. Ça ne s'arrête jamais. C'est un peu comme une danse. On finit par entrer dans le rythme. Les virages sont assez courts, mais très rapides. Il y a peu de zones dégagées sur les côtés. C'est assez prudent. Chaque portion de cette route de 18 km a fait au moins une victime. Mais la borne kilométrique numéro 5 est la plus meurtrière. En 2005, Laurie, l'épouse de Daryl, a vécu une expérience terrifiante à cet endroit précis. C'était une belle journée. Je conduisais la moto et lui la voiture. On était au niveau de la borne numéro 5. On arrive dans un virage à droite, sans visibilité, et je vois surgir un couple en moto, dans ma file, juste en face de moi. Ils essayaient de freiner. J'entends encore le fracas des motos se percutant. Laurie connaît bien tous les virages et les pièges du dragon. Mais ce jour-là, rien ne put lui éviter une collision qui faillit lui coûter la vie. Au virage de la borne numéro 5, un couple de motocyclistes coupa le virage au même moment précis où Laurie l'abordait dans le sens opposé. J'entends encore le bruit des motos qui entrent en collision et c'est le trou noir. Je suis revenue à moi et j'ai pris mon bras. Les deux os étaient cassés. J'ai encore quelques doigts engourdis parfois, mais je suis contente d'avoir ma main. Laurie et Daryl ont tellement été choqués par cet accident que désormais ils n'empruntent le dragon qu'en voiture. Peu de temps après l'accident de Laurie, pratiquement au même endroit, Ike Woodard a heurté de plein fouet un poids lourd qui roulait sur les deux lignes. Il a fini sa course sous le véhicule et il est décédé durant son transfert à l'hôpital. Il n'avait aucune chance d'éviter la collision. Je suis allé sur les lieux juste après l'accident. Il n'avait qu'une fraction de seconde pour réagir. Il a lâché sa moto et il a glissé sous les roues du camion. Il y a de plus en plus de poids lourds sur cette route, car sur les appareils GPS, elle apparaît comme étant un raccourci.
Et sur les cartes, on ne dirait pas qu'il y a 318 virages étalés sur 18 km. Mais une fois engagé sur cette route, on ne peut plus faire demi-tour. Il faut être sur le qui-vive. Il est quasiment impossible pour les poids lourds de rester dans leur ligne. Chaque virage représente un piège mortel. Le danger, c'est lorsqu'on en croise un dans un virage. Vous prenez l'arrière du camion de plein fouet. À deux reprises, alors que j'étais au volant de ma voiture, j'ai dû mettre les roues droites dans le fossé pour éviter un camion qui arrivait en face. Et je l'ai évité de justesse. Celui-là, mieux vaut ne pas le croiser dans un virage. Le moindre petit accident sur la queue du dragon peut s'avérer fatal. Le problème, si on a un accident ici, c'est que l'hôpital est à 1 heure de route. Si on a une hémorragie... Chacune d'entre elles possède un arsenal de surprises mortelles. La plupart des personnes qui empruntent ces routes le font par nécessité. D'autres, pour les sensations fortes. Et certains se sont simplement écartés de leur chemin. Pour ceux qui font personnellement l'expérience de ce cauchemar, ce sont toutes des routes de l'enfer. À 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'étendant sur une longueur de 80 km dantesque et vertigineux, on trouve une ligne étroite et caillouteuse suspendue entre la vie et la mort, sur laquelle plus de 100 personnes meurent chaque année. Rouler sur cette route ne serait-ce qu'une fois défie toute logique. Pedro Sillerico l'emprunte tous les jours. Cette route est considérée comme l'une des plus dangereuses qui existent. Voici la route des Yungas en Bolivie, ou comme on l'appelle dans la région, la route de la mort. C'est l'unique voie d'accès permettant de relier les villages jalonnant la vallée du Yungas, ne laissant pas d'autre choix à la centaine de personnes qui l'empruntent chaque jour que de risquer leur vie. La plupart préfèrent laisser la conduite à des professionnels. C'est un voyage sur un terrain rude et sinueux au virage en épingle, bordé de précipices pouvant mesurer jusqu'à 800 mètres de profondeur. Rouler le long de cette route de 4,50 m de largeur revient à marcher sur une corde raide suspendue au-dessus des Andes. Ce matin, Pedro est responsable d'une douzaine de passagers. Nous venons d'arriver à un passage qui s'appelle la courbe du diable. C'est l'un des tronçons les plus délicats de la route. La moindre erreur de manœuvre ici peut entraîner une catastrophe. 15 à 20 gros véhicules sont tombés en contrebas dans le précipice. Il faut parfois du temps pour les extraire. Il est déjà arrivé qu'on retire de ces carcasses des cadavres de passagers à l'état de squelette. Le trajet de 3 heures met les nerfs à rude épreuve. Aussi les chauffeurs de bus travaillent en équipe. Aujourd'hui, le coéquipier de Pedro est Modesto Solis. Nous devons nous relayer toutes les 2 heures pour rassurer les passagers et cela permet également aux chauffeurs d'avoir toute la concentration nécessaire. La moindre seconde d'inattention peut mener à l'accident. Le gouvernement bolivien a réquisitionné des prisonniers de guerre paraguayens pour construire cette route dans les années 30, durant la guerre qui a sévi pendant 3 ans entre ces deux pays voisins. Certains disent que cette route est la vengeance des prisonniers. Un jour, je conduisais derrière un autre bus. Il y a eu un éboulement et un énorme bloc de roche s'est détaché. Il est tombé sur le bus qui était devant moi.